Je vais vous lire, écrit par Honoré de Balzac, qui s'intitule « La maison du chat qui pelote ». Au milieu de la rue Saint-Denis, presque au coin de la rue du Petit Lion, existait naguère une de ces maisons précieuses qui donnent aux historiens la facilité de reconstruire par analogie l'ancien Paris. Les murs menaçants de cette bicoque semblaient avoir été bariolés d'hiéroglyphes. Quel autre nom le flâneur pouvait-il donner au X et au V que tracer sur la façade les pièces de bois transversales ou diagonales, dessinées dans le badigeon par des petits lézards parallèles. Évidemment, au passage de toutes les voitures, chacune de ces solives s'agitait dans sa mortaise. Ce vénérable édifice est surmonté d'un toit triangulaire dont aucun modèle ne se verra bientôt plus à Paris. Cette couverture tordue par les intempéries du climat parisien s'avançait de 3 pieds sur la rue, autant pour garantir des eaux pluviales le seuil de la porte que pour abriter le mur d'un grenier et sa lucarne sans appui. Ce dernier étage était construit en planches clouées l'une sur l'autre comme des ardoises, afin, sans doute, de ne pas charger cette frêle maison. Par une matinée pluvieuse au mois de mars, un jeune homme, soigneusement enveloppé dans son manteau, se tenait sous le vent de la boutique qui se trouvait en face de ce vieux logis. Il paraissait l'examiner avec un enthousiasme d'archéologue. À la vérité, ce débris de la bourgeoisie du XVIe siècle pouvait offrir à l'observateur plus d'un problème à résoudre. Chaque étage avait sa singularité. Au premier, 4 fenêtres longues, étroites, rapprochées l'une de l'autre, avaient des carreaux de bois dans leur partie inférieure, afin de produire ce jour douteux, à la faveur duquel un habile marchand prête aux étoffes la couleur souhaitée par ses chalands. Le jeune homme semblait plein de dédain pour cette partie essentielle de la maison. Ses yeux ne s'y étaient pas encore arrêtés. Les fenêtres du second étage, dont les jalousies relevaient, laissaient voir, au travers de grands carreaux en verre de bohême, 2 petits rideaux de mousseline rousse, ne l'intéressaient pas davantage. Son attention se portait particulièrement au 3e, sur d'humbles croisées dont le bois travaillé grossièrement aurait mérité d'être placé au Conservatoire des Arts et Métiers pour y indiquer les premiers efforts de la menuiserie française. Ces croisées avaient de petites vitres d'une couleur si verte que sans son excellente vue, le jeune homme n'aurait pu apercevoir les rideaux de toile à carreaux bleus qui cachaient les mystères de cet appartement aux yeux des profanes. Parfois, cet observateur, ennuyé de sa contemplation, sans résultat, ou du silence dans lequel la maison était ensevelie, ainsi que tout le quartier, abaissait ses regards vers les régions inférieures. Un sourire involontaire se dessinait alors sur ses lèvres quand il revoyait la boutique où se rencontraient en effet des choses assez risibles. Une formidable pièce de bois horizontale appuyée sur 4 piliers qui paraissaient courbés par le poids de cette maison décrépite avait été réchampie d'autant de couches de diverses peintures que la joue d'une vieille duchesse en a reçu de rouge. Au milieu de cette large poutre mignardement sculptée se trouvait un antique tableau représentant un chat qui pelotait. Cette toile causait la gaieté du jeune homme, mais il faut dire que le plus spirituel des peintres modernes n'inventerait pas de charge aussi comique. L'animal tenait dans une de ses pattes de devant une raquette aussi grande que lui, et se dressait sur ses pattes de derrière pour mirer une énorme balle que lui renvoyait un gentilhomme en habit brodé. Dessins, couleurs, accessoires, tout était traité de manière à faire croire que l'artiste avait voulu se moquer du marchand et des passants. En alternant cette peinture naïve, le temps l'avait rendue encore plus grotesque par quelques incertitudes qui devaient inquiéter de consciencieux flâneurs. Ainsi, la queue mouchetée du chat était découpée de telle sorte qu'on pouvait la prendre pour un spectateur, tant la queue des chats de nos ancêtres était grosse, haute et fournie. À droite du tableau, sur un champ d'azur qui déguisait imparfaitement la pourriture du bois, les passants lisaient Guillaume, et à gauche, successeur du sire Chevrel. Le soleil et la pluie avaient rongé la plus grande partie de l'or moulu parcimonieusement appliqué sur les lettres de cette inscription, dans laquelle les U remplaçaient les V et réciproquement, selon les lois de notre ancienne orthographe, afin de rabattre l'orgueil de ceux qui croient que le monde devient de jour en jour plus spirituel et que le moderne charlatanisme surpasse tout.
Il convient de faire observer ici que ces enseignes, dont l'étymologie semble bizarre à plus d'un négociant parisien, sont les tableaux morts de vivants tableaux à l'aide desquels nos espiègles ancêtres avaient réussi à amener les chalands dans leur maison. Ainsi, la truite qui file, le singe vert, etc., furent des animaux en cage dont l'adresse émerveillait les passants, et dont l'éducation prouvait la patience de l'industriel au XVe siècle. De semblables curiosités enrichissaient plus vite leurs heureux possesseurs que les providences, les bonnes fois, les grâces de Dieu et les décollations de Saint-Baptiste, qui se voient encore rue Saint-Denis. Cependant, l'inconnu ne restait certes pas là pour admirer ce chat, qu'un moment d'attention suffisait à graver dans la mémoire. Ce jeune homme avait aussi ses singularités. Son manteau, plissé dans le goût des draperies antiques, laissait voir une élégante chaussure, d'autant plus remarquable au milieu de la boue parisienne, qu'il portait des bas de soie blanc dont les mouchetures attestaient son impatience. Il sortait sans doute d'une noce ou d'un bal, car à cette heure matinale, il tenait à la main des gants blancs et les boucles de ses cheveux noirs défrisés, éparpillés sur ses épaules, indiquaient une coiffure à la Caracalla, mise à la mode autant par l'école de David que par cet engouement pour les formes grecques et romaines qui marquait les premières années de ce siècle. Malgré le bruit que faisaient quelques maraîchers attardés passant au galop pour se rendre à la grande halle, cette rue si agitée avait alors un calme dont la magie n'est connue que de ceux qui ont erré dans Paris désert. À cette heure où son tapage, un moment apaisé, renaît et s'entend dans le lointain comme la grande voix de la mer, cet étrange jeune homme devait être aussi curieux pour les commerçants du chat qui pelote que le chat qui pelote l'était pour lui. Une cravate éblouissante de blancheur rendait sa figure tourmentée encore plus pâle qu'elle ne l'était réellement. Le feu, tour à tour sombre et pétillant que jetaient ses yeux noirs, s'harmoniait avec les contours bizarres de son visage, avec sa bouche large et sinueuse qui se contractait en souriant, son front ridé par une contrariété violente, avait quelque chose de fatal. Le front n'est-il pas ce qui se trouve de plus prophétique en l'homme? Quand celui de l'inconnu exprimait la passion, les plis qui se formaient causaient une sorte d'effroi par la vigueur avec laquelle il se prononçait. Mais lorsqu'il reprenait son calme si facile à troubler, il y respirait une grâce lumineuse qui rendait attrayante cette physionomie où la joie, la douleur, l'amour, la colère, le dédain éclataient d'une manière si communicative que l'homme le plus froid en devait être impressionné. Cet inconnu se dépitait si bien au moment où l'on ouvrit précipitamment la lucarne du grenier, qu'il n'y vit pas apparaître trois joyeuses figures rondelettes, blanches, roses, mais aussi communes que le sont les figures du commerce sculptées sur certains monuments. Ces trois faces encadrées par la lucarne rappelaient les têtes d'anges bouffis, semées dans les nuages qui accompagnent le Père éternel. Les apprentis respirèrent les émanations de la rue avec une avidité qui démontrait combien l'atmosphère de leur grenier était chaude et méphitique. Après avoir indiqué ce singulier fractionnaire, le commis, qui paraissait être le plus jovial, disparut et revint en tenant à la main un instrument dont le métal inflexible a été récemment remplacé par un cuir souple. Puis tous prirent une expression malicieuse en regardant le badaud qu'ils aspergèrent d'une pluie fine et blanchâtre, dont le parfum prouvait que les trois mentons venaient d'être rasés, élevés sur la pointe de leurs pieds et réfugiés au fond de leur grenier pour jouir de la colère de leurs victimes. Les commis cessèrent de rire en voyant l'insouciant dédain avec lequel le jeune homme secoua son manteau, et le profond mépris que peignait sa figure quand il leva les yeux sur la lucarne vide. En ce moment, une main blanche et délicate fit remonter vers l'imposte la partie inférieure d'une des grossières croisées du troisième étage, au moyen de ces coulisses dont le tourniquet laisse souvent tomber à l'improviste le lourd vitrage qu'il doit retenir. Le passant fut alors récompensé de sa longue attente. La figure d'une jeune fille, fraîche comme un de ces blancs calices qui fleurissent au sein des eaux, se montra, couronnée d'une ruche en mousseline froissée, qui donnait à sa tête un air d'innocence admirable. Quoique couvert d'une étoffe brune, son cou, ses épaules s'apercevaient grâce à de légers interstices ménagés par les mouvements du sommeil. Aucune expression de contrainte n'altérait ni l'ingénuité de ce visage, ni le calme de ses yeux, immortalisés par avance dans les sublimes compositions de Raphaël. C'était la même grâce,
la même tranquillité de ces vierges devenues proverbiales. Il existait un charmant contraste produit par la jeunesse des joues de cette figure sur laquelle le sommeil avait comme mis en relief une surabondance de vie, et par la vieillesse de cette fenêtre massive aux coteaux grossiers dont l'appui était noir. Semblable à ces fleurs du jour qui n'ont pas encore au matin déplié leur tunique roulée par le froid des nuits, la jeune fille, à peine éveillée, laissa errer ses yeux bleus sur les toits voisins et regarda le ciel, puis par une sorte d'habitude, elle les baissa sur les sombres régions de la rue où ils rencontrèrent aussitôt ceux de son adorateur. La coquetterie la fit sans doute souffrir d'être vue en déshabillé. Elle se retira vivement en arrière. Le tourniquet tout usé tourna, la croisée redescendit avec cette rapidité qui, de nos jours, a valu du nom odieux à cette naïve invention de nos ancêtres, et la vision disparut. Il semblait à ce jeune homme que la plus brillante des étoiles du matin avait été soudain cachée par un nuage. Pendant ces petits événements, les lourds volets intérieurs qui défendaient le léger vitrage de la boutique du chat qui pelote avaient été enlevés, comme par magie. La vieille porte à heurtoir fut repliée sur le mur intérieur de la maison par un serviteur vraisemblablement contemporain de l'enseigne, qui d'une main tremblante y attacha le morceau de drap carré sur lequel était brodé en soie jaune le nom de Guillaume, successeur de Chevrel. Il eût été difficile à plus d'un passant de deviner le genre de commerce de M. Guillaume. À travers les gros barreaux de fer qui protégeaient extérieurement sa boutique, à peine y apercevait-on des paquets enveloppés de toiles brunes aussi nombreuses que des harengs quand ils traversent l'océan. Malgré l'apparence simplicité de cette gothique façade, M. Guillaume était, de tous les marchands drapiers de Paris, celui dont les magasins se trouvaient toujours le mieux fournis, dont les relations avaient le plus d'étendue et dont la probité commerciale était la plus exacte. Si quelqu'un de ses confrères avait conclu des marchés avec le gouvernement sans avoir la quantité de drap voulue, il était toujours prêt à leur livrer, quelque considérable que fût le nombre de pièces soumissionnées. Le rusé négociant connaissait 1000 manières de s'attribuer le plus fort bénéfice sans se trouver obligé, comme eux, de courir chez les protecteurs, y faire des bassesses ou de riches présents. Si les confrères ne pouvaient le payer, qu'en excellente traite un peu longue, il indiquait son notaire comme un homme accommodant, et savait encore tirer une seconde mouture du sac grâce à cet expédient qui faisait dire proverbialement aux négociants de la rue Saint-Denis « Dieu vous garde du notaire de M. Guillaume » pour désigner un escompte onéreux. Le vieux négociant se trouva debout, comme par miracle, sur le seuil de sa boutique. Au moment où le domestique se retira, M. Guillaume regarda la rue Saint-Denis, les boutiques voisines et le temps, comme un homme qui débarque au Havre et revoit la France après un long voyage. Bien convaincu que rien n'avait changé pendant son sommeil, il aperçut alors le passant en faction, qui, de son côté, contemplait le patriarche de la draperie. Comme Humboldt dut examiner le premier gymnote électrique qu'il vit en Amérique, M. Guillaume portait de larges culottes de velours noir, des bas chinés et des souliers carrés à boucles d'argent. Son habit à pans carrés, à basses carrées, à collet carré, enveloppait son corps légèrement voûté d'un drap verdâtre garni de grands boutons en métal blanc, mais rougis par l'usage. Ses cheveux gris étaient si exactement aplatis et peinés sur son crâne jaune, qu'il le faisait ressembler à un champ sillonné. Ses petits yeux verts percés comme avec une vrille flamboyaient sous deux arcs marqués d'une faible rougeur, à défaut de sourcils. Les inquiétudes avaient tracé sur son front des rides horizontales aussi nombreuses que les plis de son habit. Cette figure blême annonçait la patience, la sagesse commerciale et l'espèce de cupidité rusée que réclament les affaires. À cette époque, on voyait moins rarement qu'aujourd'hui de ces vieilles familles où se conservaient, comme de précieuses traditions, les mœurs, les coutumes caractéristiques de leur profession, et restaient au milieu de la civilisation nouvelle comme ces débris antédiluviens retrouvés par Cuvier dans les carrières. Le chef de la famille Guillaume était un de ces notables gardiens des anciens usages. On le surprenait à regretter le prévôt des marchands, et jamais il ne parlait d'un jugement du tribunal de commerce sans le nommer la sentence des consultes. C'était sans doute en vertu de ces coutumes que, levé le premier de sa maison, il attendait de pied ferme l'arrivée de ses 3 commis pour les gourmander en cas de retard.
ces jeunes disciples de Mercure ne connaissaient rien de plus redoutable que l'activité silencieuse avec laquelle le patron scrutait leur visage et leurs mouvements le lundi matin, en y recherchant les preuves ou les traces de leur escapade. Mais en ce moment, le vieux drapier ne fit aucune attention à ses apprentis. Il était occupé à chercher le motif de la sollicitude avec laquelle le jeune homme en bas, de soie et en manteau, portait alternativement les yeux sur son enseigne et sur les profondeurs de son magasin. Le jour, devenu plus éclatant, permettait d'y apercevoir le bureau grillagé, entouré de rideaux en vieille soie verte, où se tenaient les livres immenses, oracles muets de la maison. Le trop curieux étranger semblait convoiter ce petit local. Y prendre le plan d'une salle à manger latérale éclairée par un vitrage pratiqué dans le plafond et d'où la famille réunie devait facilement voir, pendant ses repas, les plus légers accidents qui pouvaient arriver sur le seuil de la boutique. Un si grand amour pour son logis paraissait suspect à un négociant qui avait subi le régime de la terreur. Monsieur Guillaume pensait donc assez naturellement que cette figure sinistre en voulait à la caisse du chat qui pelote. Après avoir discrètement joui du duel muet qui avait lieu entre son patron et l'inconnu, le plus âgé des commis hasarda de se placer sur la dalle où était monsieur Guillaume. En voyant le jeune homme contempler à la dérobée les croisées du troisième, il fit 2 pas dans la rue, leva la tête et crut avoir aperçu mademoiselle Augustine Guillaume qui se retirait avec précipitation. Mécontent de la perspicacité de son premier commis, le drapier lui lança un regard de travers. Mais tout d'un coup, les craintes mutuelles que la présence de ce passant excitait dans l'âme du marchand et de l'amoureux commis se calmèrent. L'inconnu est là, un fiacre qui se rendait à une place voisine et y monta rapidement, en affectant une trompeuse indifférence. Ce départ mit un certain baume dans le cœur des autres commis, assez inquiets de retrouver la victime de leur plaisanterie.